Bonjour, bienvenue à cette conférence. Il faut le dire, qui est organisée dans le cadre de vidéastes recherchés. C'était le premier gala hier. Conférence sur le cinéma, la vidéo, les rapports qui existent entre le cinéma et la vidéo, les influences et construction narrative. Et c'est intéressant, en fait, que ça arrive après notre soirée d'hier parce que c'est un film de Patrick Damien qui a gagné. Bienvenue au monde. Et c'est justement un film qui a une construction narrative qui sortait du lot hier. Alors, je trouve que c'est un heureux hasard. Alors, voilà, c'est une conférence qui va s'intéresser à ces rapports-là. On sait que le cinéma et la vidéo ont toujours été dans un rapport de fécondité mutuelle. Bien sûr, l'aîné des deux, le cinéma, a tout de suite jeté les bases d'une structure, on pense aux pionniers, à Méliès, aux autres, qui ont donné une impulsion créative assez forte dès le départ. Alors on parle de découpage, de montage, de tout ça. Et dès que la vidéo est arrivée, 1965, Sony invente son porte-à-pack, je pense qu'il appelait ça comme ça. J'ai lu ça, bref. Et là, ça change tout ça. Ça brasse la cage de la narrativité, des constructions narratives. Alors, pour nous parler de ce vaste sujet, ce matin, 3 conférenciers, des pointures dans leur domaine. On va débuter d'abord avec Guillaume Lafleur, qui détient un doctorat en littérature comparée à l'Université de Montréal. Sa thèse portait sur les relations entre le théâtre, le cinéma. Il a prononcé de nombreuses conférences un peu partout. On peut le lire dans Spirale, dans les cahiers littéraires contre-jour. Il a été membre du comité de rédaction, d'ailleurs, des cahiers littéraires. Toujours membre. Et il est également directeur artistique d'Antitube, qu'on connaît bien ici à Québec. Et voilà, il va nous parler, dans son cas, il va aborder l'implication esthético-narrative de l'insertion de la vidéo et de la téléphonie, ça c'est intéressant, dans les films contemporains du cinéma de masse jusqu'aux œuvres de David Lynch. Alors voilà, il va débuter. Et je vais vous présenter les 3, puis ensuite... je vais vous laisser aller, je reviendrai après pour vous présenter. Il va suivre une table ronde au sujet de l'allocution de Guillaume Lafleur. Merci pour cette présentation. Alors, quand on passe en premier, ce qui est curieux, c'est que l'effet d'écho, surtout dans un atrium, est purement sonore. Là, je ne suis pas dans un échange tout de suite avec mes comparses de la table ronde, mais j'entends ma voix qui réverbère. Donc, je brise la glace. Lorsqu'on demande de dégager des grandes tendances ou des mouvements dans le cinéma et la vidéo actuelle, on est forcément confronté à un écueil qui est celui de la prétention, qui peut amener une attitude solennelle du genre je vais vous dire où nous en sommes avec la vidéo et le cinéma, en ce qui a trait à leur forme narrative aujourd'hui, etc. Bon, c'est un exercice bien sûr périlleux. Je veux dire, le thème de cette table ronde est assez large, appelle à ratisser large. Parce qu'il peut y avoir un manque de recul. C'est périlleux parce qu'il peut y avoir un manque de recul avec l'époque dans laquelle on est plongé, c'est la moindre des choses. On peut avoir envie de défendre certaines idées, une certaine approche de la vidéo et du cinéma pour des questions de goût, mais aussi d'intérêt, et faire passer ça pour des faits historiques avérés extérieurs à soi. Aussi bien le dire d'emblée, je vais parler de l'intérieur de l'audiovisuel, qui est de plus en plus une toile tissée, qui pourrait porter le nom d'Inland Empire, titre du plus récent long-métrage de David Lynch, dont je vais vous entretenir bientôt. Aussi bien être franc, encore une fois, si on veut parler en termes d'époque, s'il faut taxer la nôtre, taxer notre époque, j'ai bien l'impression qu'on traverse une forme d'amnésie par rapport aux modalités antérieures d'énonciation dans l'audiovisuel. Bon, c'est une forme... Disons que là, c'est une proposition un peu vive, un peu vindicative, là, qui appelle des nuances. On peut parfois avoir le sentiment de s'être égaré dans une toile et avoir perdu de vue son centre et ses bords. C'est du moins l'impression que j'ai quand je vois les vidéos anonymes mises en ligne tournées à une vitesse qui ressemble à celle de l'élocution verbale saisie en milieu d'une phrase prononcée prestamment. Un bout de quelque chose, dont le film Trash Humpers d'Harmony Korine, présenté cet automne au Festival de Toronto et au FNC à Montréal, semble parfaitement synchrone. Ce film est tourné en vidéo sur des cassettes VHS et relate les exploits d'une bande d'affreux portant des masques de vieillards et dont la principale activité consiste à terroriser un quartier de banlieue la nuit en pratiquant la copulation avec les ordures. Non pas la copulation dans les ordures, mais bien avec les ordures. J'insiste. D'ailleurs, Korine
insiste aussi pour dire que son film doit être vu en considérant qu'il a été trouvé aux ordures. Il est parcellaire. Le cinéaste pratique là un filmage qui, au niveau de la typologie des plans, est volontairement peu inventif, de manière à donner l'impression que le tout a été filmé par un zombie. Ce type de film, à mes yeux, est l'illustration parfaite et volontaire, quoique souvent pénible. C'est un film, quand même, il faut le dire, assez difficile à regarder, mais vraiment intéressant, c'est intéressant d'en parler, d'un phénomène dominant dans l'audiovisuel maintenant, mais plutôt involontaire, que j'appellerais le film automatique. Un film à la typologie de plan limitée, qui a une puissance de frappe sans égale dans la mesure où il nous encercle. Ce qui se met en place avec ce régime d'image et qui passe forcément par la vidéo, par son accessibilité, c'est l'insertion du film de cinéma dans un ensemble plus grand. Bon, évidemment, c'est un phénomène qui court sur des décennies, où l'on trouve les images produites à la télé, sur Internet, mais aussi dans tous les recoins du monde, dans les lieux impersonnels, déserts, inopportuns, ultra sécurisés ou huppés, truffés de caméras de surveillance. Dans cet horizon où l'espace mondial tend à s'enfermer sous une bande magnétique, évidemment, c'est pas vrai, mais c'est un fantasme qui habite de nombreuses images et enchaînements d'images que l'on voit aujourd'hui. Avec ça, c'est de la compression du monde dont il s'agit et, par conséquent, de la stérile absence du regard pour dire les lieux captés par les caméras robotisées ou mécaniques. Les lieux deviennent d'emblée politisés par la caméra sans jamais qu'on laisse y pénétrer un regard de spectateur, ou alors trop peu. Libre des contraintes et amalgames informes que le film automatique tend à imposer. Quand je dis qu'il n'y a pas de regard de spectateur, c'est parce qu'il y a tellement de caméras qui tournent partout en ce moment qu'il y a beaucoup plus d'images qui sont produites que de spectateurs pour les regarder. Et même, il y a des images qui seront vues probablement par personne dans un nombre infini. Le spectateur libre, à mes yeux, c'est d'abord celui qui ne se laisse pas berner par ce fantasme, donc de monde enfermé dans une bande magnétique, déduit de la prolifération insensée des images en ce moment, et ensuite qui a aussi une connaissance relative de l'histoire des images en mouvement, qui commence évidemment avec la photo et le cinéma, je pense qu'on va y revenir plus tard, continue avec la vidéo et se prolonge jusqu'à devenir une norme, avec la confusion des trois via le numérique, entre autres. L'un des défis que pose le cinéma contemporain, cet encerclement du film automatique, correspond, dans le cas de certaines œuvres consensuelles, à valoriser les capacités d'un film à intégrer tous les registres de médiatisation audiovisuelle au sein de la grande forme, en guillemets, que le cinéma se permet alors d'incarner. C'est sa prétention. Tel est le cas d'une œuvre comme The Departed de Martin Scorsese, cinéphile notoire, où les images issues de la téléphonie, comme des caméras de surveillance aussi, sont intégrées à la construction de l'intrigue. Outre l'efficace d'un tel procédé, qui permet de travailler la rythmique de l'enchaînement des images par la diversification des formats audiovisuels utilisés dans le montage, il reconduit la suprématie du scénario. On peut prendre une séquence fameuse du film pour expliciter ça. On voit une poursuite qui est surtout l'effet d'un jeu de vitesse dans la transmission des informations médiatiques, donc c'est un film policier. Une guerre rangée entre représentation de l'écran de téléphone où apparaissent des textos et l'image de télésurveillance observée par la CIA pour traquer des mafieux irlandais dirigés par Jack Nicholson. L'image de cinéma joue dans ce cas le rôle de l'arbitre entre l'écran de la téléphonie et celui des ordinateurs, entre l'écran de téléphone plutôt, et celui des ordinateurs où est retransmis la télésurveillance. Un tel processus d'énonciation, où la grande forme intègre ses déclinaisons mineures, c'est toujours en guillemets, au sein de sa trame narrative, vise avant tout au maintien du spectateur là où il doit se trouver, dans la salle, face au déploiement d'un spectacle. Je trouve ce déploiement narratif symptomatique de l'attitude conservatrice qui prévaut à Hollywood, puis évidemment je le trouve, mais je pourrais dire nous le trouvons, là, c'est presque un cliché de dire une chose pareille, mais... Donc, attitude conservatrice qui prévaut à Hollywood en ce moment, qui a pratiquement d'ailleurs toujours prévalu, bon, mais ça pourrait faire débat ailleurs qu'ici. Y compris pour le mode de transmission des films, le contentieux concernant la projection en HD qui a cours actuellement dans les salles commerciales partout à travers le monde, en fait, bloquées par Hollywood. De manière assurante, à l'autre extrême de l'exemple précité de Trash Humpers, la toile se tisse entièrement face aux spectateurs dans The Departed, un film de Scorsese,
Toutes les informations sont là pour qu'il en perçoive le centre et ses bords. L'exemple de Departed demeure singulier dans le cinéma Scorsese et ne constitue en aucun cas de ma part une appréciation de l'ensemble de son travail que j'admire assez. Il s'agit pourtant d'un exemple où le maestro new-yorkais s'est appliqué à une défense du cinéma dans son sens restrictif et narratif, disons linéaire, mis au service de la story. Scorsese demeure là en dialogue avec le cinéma américain et sa manie à vouloir raconter des histoires, manie louable. Sa passion pour le récit souvent linéaire face auquel des cinéastes tels que les vénérables Godard, Rivette, Lynch ou au Québec Jean-Pierre Lefebvre et Robert Morin ont l'air de drôles de numéros. Face à cette passion américaine du récit qui cherche toujours à maintenir le fil avec les anciens, John Ford, Howard Hawks, Billy Wilder, grands artisans du récit cinématographique dont les représentations ambitionnaient de remplacer le monde tel qu'il va pour s'accorder au désir du cinéaste, avec ses codes, récurrences et références, mais face à ça, il y a cette sorte de diamant en noir que constitue l'œuvre de David Lynch. On a pu confondre le travail de Lynch pendant un moment avec le courant maniériste encore très fort et révérencieux à l'endroit des illustres cinéastes aînés, à l'époque de Blue Velvet ou de Wild at Heart. Mais maintenant, on peut affirmer sans trop de risque qu'il n'en est rien. Au contraire, Inland Empire suggère un mode de vidéosurveillance placé dans l'extension logique du cinéma, selon une schizophrénie où l'espace d'incompréhension qui encercle le spectateur a remplacé la libre interprétation que l'on pouvait reconnaître chez un cinéaste issu de la nouvelle vague française comme Jacques Rivette, lorsque dans les années 70, il représentait dans ses films de fiction des réalités parallèles qui correspondaient à des visions de ses actrices principales, devenues alors spectatrices de leur fantasme ou de leur fantaisie. C'était le cas dans un film qui s'appelle Céline et Julie vont en bateau. Je vais revenir à cet exemple à l'instant parce qu'il y a vraiment une correspondance, il me semble, entre ce film et Inland Empire. Gorgée d'eau, je ne veux pas aller trop vite. Donc, avant d'aller plus loin, je vais parler plutôt en termes généraux d'Inland Empire, en essayant de le poser dans le cadre audiovisuel que je dessine depuis tantôt. Bon, cadre large, et puis proposition quand même assez esquissée, là. Contextualisons quand même un peu ce film. En gros, il s'agit pour le cinéaste de reprendre la trame narrative de son précédent opus, Mulholland Drive, en faisant le portrait d'une actrice, plus très jeune cette fois. Elle est interprétée par Laura Dern, c'était Naomi Watts dans l'opus précédent. Elle va décrocher un grand rôle au cinéma et verra son rêve de succès se réaliser ou pas. Je dis ça, se réaliser ou pas, parce qu'il y a un jeu constant entre le vrai et le faux dans le film. C'est l'occasion pour le cinéaste d'exposer toutes les ficelles du pouvoir qui se mettent en place autour du fantasme de succès. Et on ne sait plus au bout d'un moment si ces ficelles sont le produit et l'effet de la paranoïa de l'héroïne, de manière à ce que la fiction de cinéma fiction de cinéma et réalité de tournage se confondent sans cesse. Ça n'a rien pour nous rassurer, me semble-t-il, mais on sait quand même qu'il s'agit d'une fiction de cinéma. Je veux dire, il y a malgré tout un pacte là, qui demeure entre les téléspectateurs, mais on est malmené. On passe par exemple aisément d'une séquence où l'héroïne réussit bravement à interpréter une scène pour ce film, qui lui promet la gloire, à une séquence où elle semble faire du tapin sur le driveway, détruite par ses propres illusions. La grande différence d'Inland Empire avec l'opus précédent du cinéaste est de jouer davantage des effets de rupture entre une séquence et l'autre, comme je viens de le montrer, et surtout de présenter le tout avec une image vidéo très low-tech qui renforce, à mon sens, l'effet de déréalisation par l'image et le sentiment de paranoïa. Donc, il n'y a pas cette espèce de glacis de l'image 35 mm et on a du mal aussi à placer le point de vue du cinéaste dans l'ensemble de l'enchaînement des plans. D'où le lien avec cet effet d'encerclement dont je parlais tout à l'heure. Donc, à l'approche narrative normée où l'angle le dernier Scorsese, Lynch répond en cherchant à proliférer du côté du numérique, comme on traverse un miroir, portant avec lui, de manière consciente ou non, la mémoire de Céline et Julie vont en bateau de Jacques Rivette que j'évoquais à l'instant. Inland Empire est sans doute le projet le plus énigmatique, opaque du cinéaste depuis son fracassant début avec Eraserhead. Il illustre ce monde convergent où l'actuel et le virtuel se fondent, soit le monde tel qu'il va et son envers de cinéma. Ceci étant permis par l'époque où nous sommes, l'avènement du numérique et du fantasme de film automatique qui vient avec.
On peut légitimement considérer Inland Empire comme le brûlot le plus radical sur l'état des lieux du cinéma qui trouve avec la vidéo numérique la forme exacte de son expression. Je vais insister un moment plus amplement sur le film Céline et Julie vont en bateau de Rivette, qui me semble entretenir de curieuses correspondances avec la dernière œuvre de Lynch, comme je l'ai dit. Ça va nous aider à distinguer l'approche de l'aventureux cinéaste américain et donner une profondeur historique à son travail. Rivette racontait l'histoire de spectatrices, Céline et Julie, qui sont aussi les metteurs en scène du spectacle qu'elles contemplent depuis leur chambre, comme un jeu, figurant donc hors d'elles-mêmes un monde intérieur, une sorte d'inland peut-être, justement, qu'elles contemplent, se déroulant non pas à l'époque contemporaine, mais dans un univers fin 19e, inspiré des romans d'Henry James. Je pense que Rivette pourrait à la suite entériner l'idée selon laquelle cette contiguïté entre spectateur et spectacle qu'il met en scène répond à la position d'un cinéaste cinéphile, tel que lui-même, qui montre aussi dans ses films un sens de l'histoire du cinéma proche de sa propre mémoire de spectateur. Et entre autres, à travers son illustration de l'univers d'Henry James, il y a aussi des personnages fantomatiques qui renvoient sans contredit au film de Louis Feuillade, donc qui est assez rapproché du cinéma des premiers temps, donc des années 1910. Je reviens à Lynch. L'ensemble des Inland Empire a été tourné en mode de résolution numérique plutôt bas de gamme que l'on peut utiliser hors des circuits industriels du cinéma. En opérant ce choix de non-retour, comme il le qualifie lui-même en interview, puisqu'il refuse d'envisager de faire usage à nouveau de la pellicule 35 mm traditionnelle, c'est à la matérialité du film à laquelle il impose aussi une traversée du miroir. Si j'utilise l'expression de la traversée du miroir pour rendre compte du changement de support, c'est parce que l'allusion explicite à Lewis Carroll, l'auteur d'Alice, de la traversée du miroir, dans Céline et Julie vont en bateau de Rivette, impliquait de montrer les spectatrices et créatrices Céline et Julie face au monde des fantaisies auxquelles elles accédaient par un regard en sa direction depuis leur chambre, selon un mouvement qui rappelait bien entendu celui d'Alice allant de sa chambre au pays des merveilles. Et la question de la chambre, elle revient justement dans... le rôle de la chambre revient dans Inland Empire de manière énigmatique. Je vais vous montrer en fait un extrait qui rend compte de ça, puis je vais commenter à la suite. Là, j'imagine qu'il n'y a plus de signal. J'avais placé un extrait, mais... Juste bouger la souris. Ah, ok. C'est un classique. Hein. C'est toujours rassurant que les machines nous lâchent, en fait. Et ça soi-même un peu. Extrait placé, il faut juste que ça parte. Ouais, parfait. I am going to find out one day. When will you tell it? Who could have known? What time is it?
I have a secret. There have been no calls today. I hear someone. I do not think it will be much longer now. Ok, je reprends. À l'opposé de Céline et Julie, la chambre que l'on représente plusieurs fois dans Inland Empire est vidée de son héroïne. On y voit plutôt une spectatrice quelconque, dans un montage alterné. Et ce qu'elle regarde ne relève ni de la vision ni du jeu. Ce que l'on voit est plutôt imposé par la télé. C'est un programme. La chambre est donc dans l'écran, et on y retrouve plutôt la représentation du temps qui passe par de gros lapins en peluche procédant à des déplacements arbitraires. Et là, vous voyez le lien aussi avec Alice, avec la représentation des lapins, qui donne accès à l'autre côté du miroir. Les rires en canne, évidemment, qui résonnent volontiers de manière décalée, soutiennent la paranoïa de cette toile audiovisuelle dont je parle, dont on saisit maintenant mal les paramètres, et où il s'agit non pas d'aménager une plage de liberté aux spectateurs, les spectateurs qu'on voit dans le film, mais aussi nous, spectateurs, on se demande pourquoi ça rit. Il s'agit plutôt d'étouffer le spectateur carrément, symboliquement, par la représentation cinématographique. Cette chambre, elle est étouffante, angoissante, du fait aussi de sa présence répétée, peu justifiée, répétée au long du film, elle apparaît à intervalles réguliers. Les lapins se déplacent souvent en accéléré, dans ces moments ponctuels, à la manière de personnages insaisissables qui font penser à Quad de Beckett, l'un des films de l'écrivain réalisé pour la télé allemande. Dans l'extrait qu'on voit, c'est moins évident, mais il y a des déplacements arbitraires et accélérés à d'autres moments dans le film qui me permettent de faire ce lien. Les déplacements multiples des personnages y trouvaient leur sens sous un usage purement formel, dans l'exemple de ce film de Beckett, et spatial, l'usage purement formel et spatial du cadre télévisuel, selon une symétrie implacable et vaine à la fois, si on peut dire, du moins sur le plan narratif. Ce qui laissait tout loisir au spectateur de prendre en compte la réalité matérielle de l'écran de télé, sa surface autant que son centre et ses bords. Que signifie donc la posture de Lynch au regard des exemples précités, Rivette, Beckett, Scorsese? Suite au dialogue développé par Rivette entre le spectateur cinéphile et le cinéaste, avec la mise en scène de leur rapprochement, Lynch propose de prendre le relais en signifiant le dépassement. Évidemment, c'est moi qui dis ça. Lynch propose de prendre le relais. Je suis un peu le passeur de relais, là, ici, en signifiant le déplacement de la suprématie du cinéma et de la télé, surtout au profit de la télésurveillance et de la toile Internet, par exemple, où le spectateur de cinéma est peut-être partout, mais surtout nulle part. Ce regard domestiqué n'est plus nécessaire devant l'incessant flux des images, la variété des supports sur lesquels elles apparaissent, de l'ordinateur au téléphone. Ceci en mettant un point d'honneur à donner l'illusion d'un raccord parfait entre l'instantané et le continu, comme on le fait en regardant des clips sur YouTube à la chaîne. Si la proposition de Beckett prenait son sens dans l'espace télévisuel de l'écran, le défi de Lynch est de rendre compte sans compromis de la disparition de la spectatrice, comme du spectateur, du reste, si on voit les choses de manière plus générale hors du film, et du triomphe d'une illusion issue de l'audiovisuel qui domine notre temps, notre sens de la temporalité et qui serait la continuité. Évidemment, ce que je propose semble un peu négatif, mais elle consiste à illustrer une certaine tendance là, qui incarne bien Lynch
tendance critique par rapport à un certain état d'audiovisuel. Ça ne veut pas dire que je l'entérine complètement, c'est aussi une illustration. Dans le continu, l'horreur et le banal, le plus complet, s'unissent dans une même représentation équivoque, que ce soit par la prolifération d'images de toutes sortes, changeantes et donc remplaçables, jetables, amis des trash humpers, ou par la présence des actualités filmées à intervalles réguliers. À cette enseigne, le principe de continuité prend le relais d'un quelconque regard de spectateur, d'un regard subjectif. Lynch donne encore une fois par ses séquences de déplacement des lapins dans la chambre un accès inouï à cette absence de regard. Et on a l'impression que à ce moment du film, le film est presque autiste au spectateur. La chambre avec ses lapins aux scénographies absurdes matérialise un cauchemar actuel et récurrent du cinéphile attentif à l'illusion du continu, au triomphe du film automatique. C'est sans doute en ce sens qu'il faut comprendre le non-retour au 35 mm affirmé par Lynch. Comme tous les artistes qui comptent, il cherche à exprimer un état des lieux du temps qui n'a pas posé sa résistance au monde tel qu'il va, s'il veut le représenter, par la seule préservation des formes antérieures du cinéma. C'est quand même possible. D'autres cinéastes le font superbement, comme Philippe Garrel, par exemple, qui réutilise des méthodes d'éclairage qui appartiennent aux années 60 puis aux techniques de la nouvelle vague dans des films récents. L'illusion révélée dans Inland Empire est celle d'une croyance au régime de continuité, dans un régime de production cinématographique et vidéo où la technique permet de tourner jusqu'à plus soif. Ça, c'est intéressant aussi parce que lorsqu'on arrive à un point où on n'a plus à remplir le magasin de la caméra très très souvent, puis on peut tourner jusqu'à plus soif, en principe, ça devrait changer le sens des fictions qu'on fait, si on est un peu matérialiste. Lynch montre qu'en ce sens, en suivant la nature de son médium vidéo et sa logique, le récit d'un tournage ne devrait jamais avancer. Et le récit d'un tournage dans un film et le récit que permet la production du film, en fait, s'il est en cohésion avec son médium, peut-être qu'il ne devrait jamais avancer. Si on tourne tout le temps, le film n'avance pas. Si on est encerclé par un film continu. Donc, le projet de Lynch entraîne pratiquement une perte des ressources vitales, un épuisement. Il mène au surplace, à l'absence plutôt qu'à la présence, où triomphent les illusions pour elles-mêmes, sans un investissement subjectif conséquent. Voilà un film qui peut se passer au spectateur aussi. Il est assez difficile à regarder, c'est un de ses plus difficiles, puis un de ses plus longs. En regardant de l'avant, en proposant un non-retour au 35 mm, le cinéaste a une conviction troublante, c'est mon interprétation évidemment encore, qui le mène à révéler le statut psychotique de la médiatisation actuelle des formes de l'audiovisuel, conçu comme un encerclement. L'absence du spectateur, l'encerclement du film automatique, qui est une forme acérée et avancée du pouvoir politique, est un sujet important du cinéma contemporain par lequel il est plus aisé de saisir le chemin qu'il pourrait entreprendre maintenant avec une pertinence toute singulière. Donc, comment regarder de l'avant avec le cinéma et la vidéo. Évidemment, le cinéma et la vidéo se sont constitués dans l'illusion du continu, dans les récits de fiction, qui allaient de pair avec les contraintes aussi concourant aux représentations, à la projection. En se rapprochant du spectateur cinéphile, le cinéma des 40 dernières années permet progressivement la mise à distance d'une prolifération d'images qui a de plus en plus ni queue ni tête, là. Propres aux images, en fait, qui sont créées dans l'ignorance souvent affligeante de leur portée et de leur rôle. Là, je parle vraiment là, d'images médiatiques. Là. En ce sens, la dépréciation ou le déni des formats de captation audiovisuelle et de leur histoire est un aller simple pour l'acculturation dans l'appréhension des images en mouvement, contre lequel il faudrait quand même guerroyer dans les années à venir, si on est en forme. Et je me permets une dernière prétention sentencieuse, donc en parler en termes généraux. Le cinéma et ses suites vidéographiques auront sans doute à y mener là leur plus vif combat dans les années à venir.